Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. Après La tout ce que vous avez... liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en Donc même temps... il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit, il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que Mais vous on y avez les droit promeut. maintenant. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ce combat-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Oui. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat? C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais il Vous n'y ne a vous pas- reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés.
Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, non. C'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va en parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, Oui. pour vous, qui fait cette cabale? Qui organise tout ça? Oh, est-ce que dans la situation où je suis, dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays? C'est pas la peine. On aurait bien voulu, Monsieur le Président. Mais Ouais. comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms, mais bon, vous avez choisi par correction de ne pas citer les noms. Mais Oui. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, le président de la Cour électorale indépendante dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat dans ce cas? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours, Le pionnier. ouais, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non, 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 non. Laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat? Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous
entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça cuine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble? D'abord, il faut faire une différence entre partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, dont vous êtes le fondateur. Oui, Le le FPI. oui. Bon, ce n'est pas de la gauche qu'il s'agit. L'appel que j'ai lancé à Beaunois, Ah bon, non, hein? qu'on a appelé l'appel de Beaunois, c'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas leur nom Sur les listes. sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Et d'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous Oui. étiez au cœur, Oui, vitrifié. 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 oui, Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi, hein, oui, Robert. voilà, qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Vitrifié. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui, Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. oui. C'est vrai ou pas? Vous le Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle Oui,
Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. bref, il cite un certain nombre Oui. d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, Oui. on se dit, bon, il n'affabulait pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Non.